La stratégie du gouvernement israélien pour s'opposer à la contestation de sa politique en Israël et dans le monde, les lois contre les ONG, les lois anti-BDS, liste noire, stratégie d'influence. Léa Tsemel, je vais vous passer la parole, non sans avoir rappelé que vous êtes avocate israélienne qui défend les détenus politiques palestiniens depuis 1972. Co-fondatrice du Public Committee Against Torture et membre de son conseil d'administration. Vous êtes aussi membre du Conseil international de SOS Torture. Vous avez reçu le prix des droits de l'homme de la République française en 1996 et le Hans Litten Human Rights Award, prix allemand de 2004. Vous allez nous détailler les nouvelles lois israéliennes dont on le sait, et l'objectif est de limiter les activités des défenseurs des droits des Palestiniens. Comment marchent ces lois? Quelles activités sont principalement visées? Vous avez la parole, Léa Tsemel. Thank you. As I said before, merci. Comme je l'ai dit auparavant, we don't have nowadays aujourd'hui, any development of nous cooperation, n'avons ideological pas cooperation between vraiment Israelis and de Palestinians. développement de coopération we don't have idéologique any entre les Israéliens et les Palestiniens. Il n'y a pas non plus de vraie coopération stratégique entre les Palestiniens et les Israéliens. Et bien évidemment, nous avons du mal à mettre en place une résistance commune entre les Israéliens et les Palestiniens. Qu'est-ce qui existe vraiment? Je pense qu'il y a quelque chose d'évident dont je peux parler, à savoir les activités humanitaires. Est-ce que vous pouvez tous m'entendre? Donc les activités humanitaires. De nombreux Palestiniens, des militants politiques, ont ouvert des organisations de défense des droits humains, ainsi que de nombreux militants israéliens. Et auparavant, j'expliquerai pourquoi je dis auparavant, nous avions de nombreuses organisations qui s'occupaient de différents secteurs, le secteur de la santé, des organisations qui avaient accès à différents territoires occupés. Nous essayons de travailler en faveur des femmes prisonnières, par exemple. C'était quelques exemples. Mais aujourd'hui, toutes ces organisations de la société civile sont menacées, les organisations palestiniennes comme israéliennes. Bien évidemment, les organisations palestiniennes sont attaquées dès qu'Israël peut mettre en avant un contact avec des organisations jugées terrorisme. Et bien souvent, les organisations ne peuvent pas fonctionner. Même, par exemple, des commémorations ont été organisées pour la journée de la femme à Jérusalem et ces activités ont été annulées. Tout ce qui peut être perçu par Israël comme en lien avec l'autorité palestinienne est complètement interdit à Jérusalem. Et comme vous le savez parfaitement, les organisations israéliennes sont toutes pauvres, n'ont pas d'argent parce que le financement international, si important pour leur existence, ont été supprimés. Ces financements ont été supprimés essentiellement à la demande d'Israël et en raison d'actions prises par Israël, à savoir qu'il faut déclarer d'où viennent les financements. Et s'il y a un lien suspecté avec même une organisation terroriste dormante, on peut oublier l'accès à ces fonds. Vous avez parlé, Shawan a parlé un peu de la situation. Je pense qu'il pourra développer ce point ultérieurement. Nous avons à présent des lois qui ont été votées facilement. La première est la loi contre le boycott, contre la campagne BDS. Qu'est-ce qui est inscrit dans cette loi? Elle est passée par plusieurs étapes, mais au cours de la dernière phase, celle où le projet de loi a été voté, il n'est pas inscrit que l'appel au boycott est un délit pénal. Non, ce n'est pas ce qui est inscrit. Cependant,
appeler au boycott publiquement, au boycott de l'État d'Israël ou de n'importe laquelle de ces institutions dans un territoire qui est contrôlé par le gouvernement, empêcher, demander à ce qu'il n'y ait pas de contact économique, politique ou culturel ou universitaire. Et si cet appel peut si cet appel peut être suivi des faits et conduire au boycott, alors une action civile peut être lancée dans tous les territoires, les colonies qui pourraient être victimes, entre guillemets, de cet appel au boycott. Si, comme je l'ai décrit, l'objectif de l'appel au boycott est suivi des faits, alors la personne qui a émis l'appel au boycott peut être jugée pour dommages et intérêts. Ils ont publié une liste de 20 organisations, une liste noire, donc comme nous en avons parlé, qui ont à présent l'interdiction de rentrer sur le territoire israélien. C'est en théorie, ça ne s'applique pas nécessairement à tout le monde. Ils ont déclaré que si les individus jouent un rôle essentiel dans ces organisations, s'ils sont très actifs, si l'on sait que ce sont des militants actifs, alors ils n'auront pas le droit de pénétrer sur le territoire israélien. Il y a également la possibilité d'évaluer si la personne est très importante, si elle est influente. Il y a également le problème juif, à savoir que toute personne juive qui a le droit inhérent de venir en Israël, que se passe-t-il si cette personne juive appelle également au boycott et si c'est également une personne importante d'une de ces organisations déclarées, inscrites sur cette liste noire? Alors, ils répondent à cette question. La situation peut changer. Cela dépend de quel est l'objectif de cette organisation, quels sont les dégâts politiques causés par cette politique. Et Luisa Morghetti, par exemple, qui n'est pas juive, n'a pas eu le droit de rentrer sur le territoire israélien. Elle était membre du Parlement européen et elle en a beaucoup parlé. Je pense que vous en avez tous entendu parler. Et après des années de bataille, pour réussir à entrer en Israël, elle a réussi à se rendre sur le territoire israélien. Donc, on voit bien qu'il est possible de faire évoluer les situations, mais c'est ainsi que les choses sont définies aujourd'hui. Et alors, sinon, ce ne sont pas toutes les personnes qui auraient pu signer une pétition qui serait interdit d'entrer sur le territoire, mais tout militant actif dans ces organisations. Avant cette loi, nous savons que les militants du mouvement de solidarité internationale n'avaient pas le droit de rentrer sur le territoire. Toute personne ayant jamais signé une pétition ou un appel au boycott ou une critique publique de l'État israélien n'ont pas eu le droit de rentrer. Parfois, nous avons réussi à faire évoluer ces situations, nous avons réussi à les faire rentrer sur le territoire. Mais ce n'était pas toujours le cas. Donc, la porte n'est pas complètement et hermétiquement fermée, mais elle est vraiment très légèrement entrouverte seulement. Comment est-ce que cela fonctionne? Je vais essayer d'être brève, parce que beaucoup de personnes m'ont posé cette question. Donc, ce qui se passe, c'est lorsque un individu se rend à l'aéroport ou à l'un des passages de la frontière, les autorités vérifient si le nom est inscrit sur la liste. Et si le nom n'est pas, si le nom est inscrit, alors ils commencent à mener un interrogatoire. Par exemple,
ils vérifient votre compte Facebook, vos téléphones portables, quel est le dernier appel que vous avez passé. Et mentir est vraiment le pire que l'on puisse faire puisque cela leur donne une raison immédiate de vous renvoyer. Si jamais vous voulez lutter contre ces mesures et affirmer que j'ai le droit de rentrer sur le territoire, j'ai le droit de vérifier quelle est la situation, si vous voulez construire un cas, si vous voulez des arguments juridiques, sachez que dans les aéroports, ils ont une petite prison, ils n'ont pas une excellente nourriture, mais ils ont des sandwichs. Et donc, vous pouvez aller en prison et demander à avoir un avocat qui pourra mettre un terme ou retarder du moins l'expulsion, le renvoi à la frontière, jusqu'à ce qu'il y ait une audition, une audience. Mais donc, il est important de faire attention à ce que l'on dit à l'aéroport. S'ils n'ont pas de raison immédiate de vous renvoyer, eh bien, on peut lutter juridiquement contre ces mesures. Bien évidemment, particulièrement les Juifs qui soutiennent Israël, les gens d'extrême droite ont le droit de rentrer. Nous voulons les mêmes droits pour les Juifs qui, eux, remettent en question la politique d'Israël. Voilà donc la situation sur le plan juridique. En continuant à parler de ces lois, il y a une deuxième loi dont vous avez entendu parler. On en entend beaucoup parler aujourd'hui en Israël, parce que je ne sais pas si vous avez suivi, mais le gouvernement polonais a voulu faire voter une loi interdisant le fait que interdisant toute personne de dire que les Polonais qu'un Polonais avait participé à l'Holocauste, ce qui est un délit pénal. Israël en a parlé, ça a été un très grand scandale. Mais ils ont oublié que nous avons une loi qui affirme, qui inscrit que l'État qu'un État ne soutiendra pas financièrement des activités culturelles si ces dernières, théâtre, cinéma, donc si ces institutions israéliennes agissent contre les principes de l'État. Il est écrit que si l'organisation ou la pièce de théâtre ou le livre nie l'existence d'Israël comme un État juif, démocratique et libre, ou si ces institutions incitent à la violence, et si cette organisation ou ce groupe ou cet organe soutient la lutte armée ou les actions terroristes ou tout autre ennemi de l'État d'Israël, et si ce groupe ou cette institution compte la journée d'indépendance d'Israël comme une journée de deuil, ce sont des raisons justifiées pour mettre un terme au financement. Et ils disent également que si ces personnes s'expriment contre tout symbole de l'État, l'hymne, le drapeau, cela justifie la fin des financements. Cela est donc inscrit dans la loi. C'est une réelle menace, mais il ne faut pas oublier qu'elle existe. En dépit de toutes les initiatives d'organismes d'extrême droite qui sont de plus en plus forts, qui ont de plus en plus de financement, comme
le moniteur d'ONG qui surveille toutes les activités des organisations non gouvernementales. Récemment, il y a d'ailleurs une très grande campagne contre ESANA, qui a été l'une des organisations de Daesh, une organisation qui soutient les fermiers dans le sud d'Hébron contre les colonisations, contre les colons et contre l'expulsion de leur domaine, de leurs terres. Eh bien, cela peut conduire à un procès, ce qui est vraiment super pour les avocats, puisqu'il y a toujours plus de procès. Ils ont s'ils essayent, ils peuvent essayer d'accuser ils peuvent accuser la personne qui a donné le nom des Palestiniens, les a mis en danger. Et donc, cette organisation, Al-Khan, souhaite défendre les Palestiniens, mais n'a cependant pas pu mettre un terme à ces procès. Donc, les activités de cette organisation de défense des droits palestiniens ont été vraiment réduites, ce qui a vraiment mis un frein aux activités des volontaires qui souhaitent aider les Palestiniens. Sel Shahar, vous avez entendu parler des activités de cette organisation qui souhaitait éviter l'éviction de Palestiniens dans des maisons qui étaient auparavant des maisons juives. Il y a une activité autour de cette organisation après de nombreuses détentions, des arrestations. Chaque vendredi, il y a des manifestations. Ils ont à chaque fois été attaqués et à présent, cette activité, malheureusement, a bien réduit. Donc, cette stratégie juridique fonctionne. Est-ce que nous avons déjà parlé du racisme israélien? Je ne suis pas sûre. Il y a donc deux questions liées au racisme israélien. L'un d'entre eux est bien évidemment les réfugiés africains qui vivent en Israël et qui souhaitent... Israël souhaiterait les renvoyer vers un pays africain, quelque part. Ils sont victimes d'oppression depuis des années et maintenant Israël souhaite s'en débarrasser à n'importe quel prix. Et c'est surprenant, mais c'est une bonne surprise. Il y a eu une réaction de la part des Israéliens, de la société israélienne, toutes les professions inclus. Et je pense d'ailleurs à tous les pans de la société civile signent aujourd'hui, apposent leur nom sur des pétitions contre la déportation de ces réfugiés. Non seulement ils s'organisent, mais en plus, ils s'organisent pour cacher ces Africains chez eux et les Israéliens signent des pétitions, ils sont prêts à prendre toutes leurs responsabilités. Cela nous ramène à l'idée, à ce qui se passait en Pologne au moment où tant de citoyens avaient caché des Juifs. Nous ne savons pas dans quelle mesure, nous savons que la situation pour les Palestiniens n'est pas la même. Mais nous, ici, entre nous, entre amis, nous nous demandons, nous nous divisons, nous nous demandons si nécessaire, si le pire survient, qui serait prêt à cacher des Palestiniens? C'est toujours une question qui revient encore et encore, que nous gardons à l'esprit, et je ne sais pas qui le ferait. Et l'autre facette du racisme dans la société israélienne, c'est la question de Al-Tamimi.
Je suis sûre que vous avez tous entendu parler d'elle. Et ce qui est vraiment problématique pour le public israélien, c'est qu'Ahed Tamimi ne ressemble pas à une Palestinienne. Vous savez, elle est rousse. Et vous savez que l'ambassadeur d'Israël aux Nations Unies, aux États-Unis, a écrit tout un article dans lequel il défend que ce sont en fait seulement des acteurs qui jouent, qui sont habillés comme des Américains au milieu de la Cisjordanie, mais ce ne sont pas vraiment des Palestiniens. Et nous savons que oui, elle est bien palestinienne. Et c'est vraiment très difficile pour la société civile israélienne d'accepter ce qui se passe là, de cette situation. Some artistes progressistes ont affirmé que c'est la vraie Jeanne d'Arc palestinienne, la vraie Anne Frank palestinienne. Ce qui, bien évidemment, n'a pas conduit à ce qu'ils souhaitaient. Ils ont été forcés de s'excuser. Mais voilà, donc, les différentes facettes du racisme israélien et de la société israélienne. Je vais maintenant arriver à la fin de mon intervention, mais je voulais souligner que de nombreuses personnes, aujourd'hui, voient leur compte Facebook étudiés, analysés. On étudie leurs traces sur Internet, sur les médias, et ensuite ils font l'objet de procès. Et des Palestiniens, je le sais, dans les tribunaux civils, militaires, en Cisjordanie, ils sont condamnés sur la base de likes qu'ils ont pu faire sur Facebook ou sur différents réseaux sociaux. Et si je vous le dis, c'est parce que, comme je l'ai mentionné auparavant, vous vous rappelez, si vous allez à l'aéroport, on vous demande « Ouvrez votre Facebook, nous voulons voir qui vous êtes ». Et nous savons bien qu'il y a un réseau très efficace qui permet de savoir qui sont les personnes. Il y a cette police de la santé, de la pensée, qui est très active, qui agit contre les personnes qui vivent en Israël, contre ceux qui veulent entrer sur le territoire israélien, et qui leur donne ainsi l'opportunité de dire non, vous ne pouvez pas rentrer parce que nous avons trouvé tel ou tel élément sur votre compte Facebook. Et je n'arrête pas de dire, nous devrions dire ce que nous devons faire. Et donc, ma réponse est la suivante. Et il faudrait peut-être mettre en place des mesures de réciprocité. Et c'est possible. Chaque Européen, tous les pays très amicaux qui se rendent en Israël, tous les ressortissants des différents pays européens font l'objet d'interrogatoires. Même si vous n'êtes pas musulman, bien évidemment, encore plus si vous l'êtes, vous faites l'objet d'interrogatoires, vous recevez des questions, on vous demande de donner toutes les informations et de répondre tout type de questions. Mais je n'ai jamais entendu parler d'un seul ou d'une seule Israélienne qui soit entré sur le territoire européen et qui ait eu à passer par des procédures même un tout petit peu similaires à ce type de questions dans les aéroports. Par exemple, des questions du type « Ah, vous vivez dans les colonies, qu'est-ce que vous faites ? Vous travaillez pour l'armée, qu'est-ce que vous avez fait quand vous étiez dans l'armée ?» Même des questions un peu plus innocentes que ça. Il n'y a rien de ce type qui existe et je pense que nous devrions agir dans ce sens et mettre en place des mesures de réciprocité. Donc, lançons un appel pour mettre en place ce type de mesures. Alors la réciprocité, c'est peut-être une mesure qui vient s'ajouter à ce qu'on a entendu ce matin lorsqu'il était question suggérée que soit demandée la suspension des accords de coopération entre l'Union européenne et Israël, une autre piste peut-être. Merci Liat Semel pour votre intervention qui nous a offert un large éventail
des aspects de cette politique israélienne peut-être moins connue ici en France. Léa Tsemel souhaitait ajouter quelque chose. Léa Tsemel. Je suis vraiment désolée, je m'excuse, mais subitement, je viens de me rappeler, de penser au fait que les espions du ministère étranger israélien va rentrer en Israël et dire, vous voyez, elle n'a pas parlé une seule fois de la situation des étrangers en Cisjordanie. Donc, on peut continuer avec notre politique. Donc, je ne peux pas faire en sorte que ceci fonctionne, que ceci arrive. Donc, voilà, je voulais souligner que les couples mixtes de Palestiniens et étrangers sont aujourd'hui victimes d'une nouvelle campagne. Les Israéliens ont lancé une nouvelle campagne qui empêche ces mariages d'exister, qui empêche ces personnes de devenir parents, qui demande à chaque étranger qui est marié à un Palestinien, femme ou homme, de démissionner de tout emploi, de venir en Palestine avec un visa d'un mois, de payer entre 80 et 50 000 shekels, une somme qu'ils doivent verser lorsqu'ils entrent sur le territoire pour les récupérer en repartant. Et je pense que l'objectif est de forcer les familles à émigrer. Ils ne souhaitent pas accueillir des étrangers en Cisjordanie. Et ceci est essentiel pour leur politique. Donc voilà, je l'ai dit, maintenant les espions pourront rentrer en Israël en affirmant que j'en ai parlé. Une dizaine de minutes.